C'est il y a 8 ans, à l'occasion de fragments inédits des Mémoires d'Outre-Tombe qui étaient venus sous mes yeux, que j'avais proposé, je dis bien proposé, un portrait de Chateaubriand, et je devrais plutôt dire une ébauche de portrait de Chateaubriand. Pourquoi tellement de prudence? Ben d'abord, vous savez, parce qu'il est loin, Chateaubriand. Lorsqu'il s'agit de gens assez proches de nous, par exemple Victor Hugo, par exemple Zola ou Rimbaud, dont je vous parlerai, on a des photographies. Et les photographies des gens, c'est extraordinairement intéressant, surtout quand il y en a beaucoup, comme dans le cas de Zola ou dans le cas de Victor Hugo. On peut les recouper, on peut les rapprocher, on interroge ses yeux, on interroge un visage. Chateaubriand, naturellement, pas de photos, alors on en est réduit à des tableaux ou à des dessins, et l'auteur interprète toujours son personnage. Alors on n'est jamais sûr d'avoir un personnage réel devant nous. Et puis il y a un deuxième danger à propos de Chateaubriand, c'est qu'il a raconté des choses sur lui-même, les Mémoires d'Outre-Tombe. Or il est bien certain que, même sans être irrespectueux, on peut parler dans les Mémoires d'Outre-Tombe d'un festival de galéjade. Hein. C'est un spécialiste de farce et attrape. Il nous a raconté des tas de blagues, des tas de contes, des tas de fables. Alors notre problème, quand on est en présence des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ça ajoute encore à nos scrupules. Je me rappelle que dans mon bouquin d'il y a donc 8 ans, j'avais utilisé un mot qui m'avait bien amusé, de l'éditeur Hetzel. C'était un grand éditeur que Chateaubriand connaissait bien, un homme qui avait des correspondances littéraires avec lui, Chateaubriand, avec Victor Hugo, avec Georges Sand, enfin Michelet, tout ce qui comptait dans la littérature de l'époque. Et Hetzel, dans une lettre, il s'était permis d'appeler Chateaubriand un fameux lapin. Ça m'avait bien plu, mais je me rappelle que dans l'article du Monde, qui était dû à la plume de mon ami Pierre-Henri Simon, un camarade d'école normale et maintenant académicien, Pierre-Henri Simon avait froncé le sourcil, il avait fait un petit bruit, vous savez, de professeur qui n'est pas content de l'élève, quelque chose comme « en fait ça se fait pas ». On n'emploie pas un mot de lapin, de fameux lapin, à propos d'un homme aussi considérable que Chateaubriand. Il ne faut pas oublier tout de même qu'il a été académicien, qu'il a été ambassadeur, qu'il est ministre des Affaires étrangères, enfin un lapin, ça se fait pas. Mais je voudrais me justifier à ce propos. Lorsque Hetzel a employé ce mot de fameux lapin, c'était pas du tout contre Chateaubriand, c'était même pour défendre Chateaubriand. Je me rappelle plus contre qui, c'était peut-être bien contre Sainte-Beuve. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait mal parlé de Chateaubriand, et Hetzel disait, vous pouvez toujours vous aligner, hein, pour faire aussi bien que Chateaubriand, pour avoir autant de talent que Chateaubriand, vous repasserez. Mais il n'avait pas voulu dire c'était un très grand homme, parce que ça fait un peu majestueux. Alors il avait trouvé l'expression de fameux lapin. Fameux, ça veut dire célèbre, et qui est justement célèbre, mais lapin. Pourquoi lapin? Eh bien parce que il y a des côtés pas sérieux chez Chateaubriand, des quantités de côtés pas sérieux. Et c'est même ce que je voudrais vous dire en commençant, et que j'avais pas osé écrire il y a 8 ans, mais maintenant justement je vous dis tout ce que je pense. Je voudrais vous dire que somme toute et par bien des côtés, Chateaubriand, c'était pas un gars sérieux. Alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui d'abord. Essayons de voir le personnage. Essayons de nous présenter physiquement ce petit monsieur de Chateaubriand. Je dis ce petit monsieur parce qu'effectivement il était petit. Ce qui frappait dans sa taille, c'était sa petitesse, c'était sa brièveté. Au point qu'Edgar Quinet, lorsqu'il l'avait vu, je crois que c'était en 1830 ou 1831 pour la première fois, écrit à sa mère en lui disant « J'étais en présence de Chateaubriand, mais il est petit comme on ne l'est pas ». Oh non, il exagérait, Quinet, il ne s'agissait pas d'un nain, Chateaubriand. On connaît même exactement sa taille. Il avait 1,62 m. Pas très grand, 1,62 m, mais enfin, il battait tout de même de 2 cm Peggy. Peggy, lui, c'était 1,60 m. Ça embêtait beaucoup, ça l'ennuyait beaucoup, Chateaubriand, d'être petit. Il aurait bien préféré avoir une belle stature. Et il est vrai que, paraît-il, lorsqu'il était assis sur des sièges un peu hauts, ses jambes restaient ballantes. D'autre part, il y avait une certaine disproportion, paraît-il, entre son visage, son très beau visage, dont j'essaie de vous parler maintenant, et son corps. Une tête un peu trop grosse pour le corps. Deuxièmement, il était basané. C'est assez curieux de la part d'un homme de Saint-Malo, enfin un breton. Il avait plutôt l'air, je dirais presque, d'un homme du Sud, enfin d'un moricaud. Mais cet basané le servait beaucoup parce qu'une partie de son personnage et du prestige dont il s'entourait venait de ce qu'il se prétendait un explorateur des savanes, enfin quelqu'un qui s'était avancé très loin dans le Far West. Alors ce teint bronzé correspondait à quelqu'un qui était un pionnier de l'Ouest. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ses cheveux. Ah, ses cheveux. Il les a conservés très tard. Vous savez, il n'est jamais devenu véritablement chauve. Il avait des cheveux châtains, mais il les ébouriffait toujours. Si vous considérez le portrait qui est derrière moi, vous apercevrez que ses cheveux sont ébouriffés, et volontairement ébouriffés. Ébouriffés comme il est naturel de la part de quelqu'un qui vit très spontanément dans l'orage. Mon cœur plein d'orage, comme il disait toujours. Les dents, des dents admirables. Jusqu'à la fin, il a conservé des dents éclatantes et éblouissantes. Et vous voyez le contraste satisfaisant que pouvait faire cette admirable denture blanche avec le teint basané.
La couleur des yeux. Eh ben, c'est assez curieux, les contemporains ne sont pas tous d'accord sur les yeux de Chateaubriand. Les uns les voient verts, les autres les voient bleus, les autres les voient noirs. Chateaubriand avait choisi le mot, il avait choisi l'adjectif. Il avait dit « j'ai des yeux pers ». C'est un vieux mot, pers, vous savez, P-E-R-S. Pers, si vous regardez le dictionnaire, ça veut dire c'est une couleur intermédiaire entre le vert et le bleu. Et je crois que ce mot lui plaisait à cause de son apparentement phonétique avec un autre mot, pervers. Chateaubriand aimait assez à se donner un caractère, oh non, je ne dirais pas démoniaque, certes, mais enfin, un caractère un petit peu pervers. C'était une façon d'annoncer aux femmes, par exemple, qu'il portait malheur. Parce qu'il était prompt aux trahisons, parce que lassitude arrivait très vite avec lui, alors il dit, vous savez, avec moi, vous n'aurez pas de chance. J'ajoute aussi que père, c'est une couleur qu'on attribue volontiers à la mer, et la mer, pour ce Chateaubriand qui est un descendant de marin, la mer c'est une amie à lui, comme le sont les savanes et les forêts vierges. Ben, j'ai parlé à un instant de ces galéjades, de ces blagues. Je voudrais, dans la première partie de cet exposé, vous préciser mes idées là-dessus et vous apporter des preuves sur 2 points. Chateaubriand voyageur et Chateaubriand dans ses rapports avec Bonaparte. J'en ai parlé dans mon livre, mais j'ai des petites choses neuves à ajouter. Le voyageur. D'abord, Chateaubriand s'arrangea pour nous faire croire que quand il est allé aux États-Unis, il y est resté longtemps et qu'il a fait une grande exploration. Ben non, on connaît les dates maintenant. C'était dans l'année 1791. Il est arrivé exactement, oui, en juillet 91 et il était déjà reparti à la fin du mois de novembre. Alors, comme il prétend qu'il est descendu, si je puis dire, jusqu'en Floride, alors qu'il était arrivé du côté de Baltimore, étant donné ce qu'étaient les routes inexistantes des États-Unis à cette époque, il était matériellement et littéralement impossible que dans le court espace de temps qu'il est passé aux États-Unis, il soit descendu jusqu'à la Floride. Ça n'empêche pas de nous en donner des descriptions. Il va aussi raconter la très émouvante rencontre qu'il a vue avec Washington. Il voulait voir Washington. Et c'est vrai qu'il avait un papier de recommandation pour être reçu par Washington, papier de recommandation qui lui venait de Larouérie. Larouérie, c'était un de ces combattants français comme Lafayette, enfin, il s'était mis au service des insurgés américains. Chateaubriand connaissait Larouérie, et Larouérie lui avait donné un billet d'introduction pour Washington. Mais on sait, depuis un certain nombre d'années, que cet entretien de Chateaubriand et de Washington n'a jamais eu lieu. Parce que malheureusement, lorsque Chateaubriand est arrivé à la demeure de Washington, Washington n'était pas là. Et on le sait comment. Et on le sait par une petite lettre publiée, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, une lettre de Washington à ce Larouérie qui avait recommandé Chateaubriand. Et Washington dit, je regrette mon cher monsieur, je n'étais pas là quand monsieur de Chateaubriand s'est présenté chez moi. Eh bien, ça n'empêche pas Chateaubriand de nous donner un récit émouvant de cette visite inoubliable qu'il a faite à Washington. En 1826, lançant ses œuvres complètes, il commet une imprudence, je dirais même une grosse gaffe. Il a publié ce qu'il appelle son journal de voyage en Amérique. C'était un journal truqué, il avait peut-être, je n'en sais rien, rapporté quelques notes, toujours est-il qu'il va les gonfler pour faire de l'effet. Et alors là, il va se permettre des descriptions du Mississippi qui sont peut-être extraordinaires pour les lecteurs, mais qui ne correspondaient en rien à la vérité. Si bien que une revue américaine, dès qu'elle a lu le texte de Chateaubriand racontant son voyage en Amérique, va publier un texte dérisoire, enfin bouffon, comme si l'Amérique entière s'était mise à éclater de rire. Quand on voit que Chateaubriand décrit un Mississippi avec des cactus, avec des singes, avec toutes sortes de bêtes extraordinaires qui n'ont jamais existé auprès du Mississippi. Ce qui est la preuve, disait cette revue américaine, je prononce très mal l'anglais, mais c'était quelque chose comme American Quarterly Review. Ben, cette revue américaine dit, c'est un blagueur, c'est ce monsieur de Chateaubriand qui est si célèbre. Ça l'ennuie un peu, Chateaubriand, mais je dis après tout, c'est une revue américaine, ça ne sera pas lu en France. Puis maintenant, c'est 1826, 1827, j'ai d'autres prestiges que ceux qui me sont venus de mon voyage en Amérique. Comment faisait-il d'habitude quand il racontait un voyage? Il en a fait un autre très grand qui s'appelle l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Il a conduit, comme vous le savez, en Grèce d'abord, en Terre Sainte ensuite, en Afrique du Nord ensuite. Il est revenu de Tunisie jusqu'en Espagne. Grand tour, grand périple autour de la Méditerranée. Seulement, comme il est un peu paresseux et qu'il ne prend pas tellement de notes, au moment où il va publier son récit de voyage, il recourt au voyageur antérieur. Là, il a sur sa table ouvert les bouquins de ceux qui ont traversé avant lui les régions qu'il a lui-même traversées. Alors il lui arrive des mésaventures. Je vais vous en dire 2 en particulier qui sont assez jolies. Il nous raconte ce qu'il a vu en Grèce entre Corinthe et Athènes. Il ne se rappelle pas très bien, mais il a sur sa table le récit d'un voyageur qui avait fait le même trajet. Mais il ne se rend pas compte que le voyageur avait fait le trajet en sens inverse, non pas de Corinthe à Athènes, mais d'Athènes à Corinthe, si bien Chateaubriand nous invite à admirer ce qui était à droite en disant que c'était à gauche. À Carthage, il a aussi un récit de voyageur. Il recopie son récit de voyageur. Et il s'extasie sur une ruine qui était là et qui était particulièrement saisissante et émouvante. Malheureusement, il ne s'est pas rendu compte
que le voyageur qu'il copie est quelqu'un qui avait écrit il y a plus de 25 ans, et qu'entre ces 25 ans, la ruine avait été détruite. Si bien Chateaubriand n'a absolument pas vu, faute d'existence, ce dont il nous donne cette description pathétique. Tout ça n'est pas bien grave. Mais ce qui est beaucoup plus sérieux, oh, je dirais pas que c'est grave, mais plus sérieux, c'est l'histoire de ses rapports avec Napoléon. Lorsque j'en ai parlé il y a 8 ans, j'étais un peu moins informé que je ne suis aujourd'hui, et je vais vous donner quelques détails complémentaires. Vous connaissez la légende, enfin l'histoire officielle, que paraît-il, en France, sous l'Empire, il n'y a eu que 2 personnages qui ont été la gloire des lettres, c'est-à-dire qui se sont opposés aux despotes. Ces 2 personnages, un homme et une femme, étant d'une part M. de Chateaubriand et d'autre part Mme de Staël. La question de Mme de Staël est réglée aujourd'hui. On sait parfaitement que Mme de Staël a passé d'une grande partie de sa vie à essayer de persuader l'empereur qu'elle était admirable. Je crois qu'elle aurait voulu que l'empereur jetât sur elle un regard de convoitise dont il n'avait aucune envie. Toujours est-il, elle a fini par se décourager en 1812. 1812, c'est presque tout à fait la fin. C'est quand elle a vu qu'il n'y avait plus du tout d'espoir. Mais pendant des années, avec un acharnement que je pourrais dire éperdu, elle avait essayé, Madame de Staël, d'entrer dans les bonnes grâces de Bonaparte puis Napoléon. Question réglée. Chateaubriand, c'est autre chose. On nous dit, mais c'est extraordinaire le courage qu'il a eu. Pensez, il a écrit même un pamphlet d'une extraordinaire violence contre l'empereur qui s'appelle « De Bonaparte et des Bourbons ». Ben, c'est ça qu'il faut regarder d'à peu près. Hein. Chateaubriand avait été un émigré, je vous en parlerai la prochaine fois. Il s'était mis dans un très mauvais cas puisqu'il avait porté les armes contre la France. Vous savez, il avait fait partie des émigrés de Coblentz. Enfin, il avait été du côté des troupes assaillantes contre la ville française de Thionville. Il était en exil en Angleterre. Sa situation était très mauvaise. Il commençait à prendre de l'âge. C'était pas un vieillard, mais enfin, il avait 30 ans, quoi. Il n'avait pas encore de situation. Puis voilà qu'en France arrive ce Bonaparte. Eh bien, il faut savoir que Chateaubriand a une très grosse dette à l'égard de Bonaparte. 3 choses au moins. Premièrement, Bonaparte va, sous la poussée de quelques amis, la poussée de Fontane en particulier, de son frère Lucien, de sa sœur Elisabeth Ciocchi, auprès de qui Chateaubriand était en bon terme, Bonaparte va accepter de rayer, le mot était radier, il va radier Chateaubriand de la liste des émigrés les plus impardonnables. Il y avait des émigrés qui étaient pardonnables parce qu'ils s'étaient contentés de quitter la France, il y avait des émigrés difficilement pardonnables qui avaient porté les armes contre la France. Et Chateaubriand était de cette section. Eh bien, Bonaparte va dire, passons là-dessus, rayé. Donc, il peut rentrer en France. Deuxièmement, Chateaubriand est à ce moment-là en train d'écrire un bouquin qui s'appelle Le génie du christianisme, et nous y reviendrons. Mais il se trouve que la politique religieuse de Bonaparte va dans le sens de ce génie du christianisme. Bonaparte voulait faire un concordat avec l'Église, il voulait avoir les curés pour lui, quoi, en somme, il voulait les transformer du reste en des fonctionnaires, et ça lui allait comme un gant, cette publication de Chateaubriand. Alors, la chance extraordinaire que Chateaubriand a grâce à Bonaparte, c'est que son livre, un livre qui pourrait être comme un autre, enfin un livre banal, va bénéficier d'un lancement officiel. C'est le journal officiel, qui s'appelait à ce moment-là le Moniteur, qui sur plusieurs colonnes va appeler l'attention et l'admiration des Français sur ce bouquin. Et si le génie du christianisme a eu l'énorme fortune qu'il a connue, sans doute c'est à cause de son talent, mais sans doute aussi c'est à cause de l'appui considérable et officiel que lui prêtait le gouvernement de Bonaparte. Et troisièmement, quand il publie son génie du christianisme, c'est la première fois qu'il gagne de l'argent, ce pauvre Chateaubriand qui très longtemps a été sans dessous. Mais enfin, un livre, c'est pas encore quelque chose qui peut lui faire vivre longtemps. Il n'a toujours pas de situation. Ben, c'est grâce à Bonaparte qu'il aura une situation. C'est Bonaparte qui va le faire entrer dans la carrière diplomatique. C'est Bonaparte qui va le nommer attaché d'ambassade auprès de l'ambassade de France à Rome. Donc Chateaubriand doit 3 choses à Bonaparte: sa radiation de la liste des émigrés, ce lancement officiel de changer de christianisme, et une position, il est entré, il fait partie de la carrière diplomatique. Bien. Molé, dont on a publié seulement pendant la dernière guerre, pendant la dernière guerre, les mémoires correspondantes au Consulat et l'Empire, Molé, dont je vous reparlerai, qui est un esprit méchant, enfin qui n'aime pas du tout Chateaubriand, note, à ce moment-là, nous sommes en 1802-1803, Molé note qu'il est agaçant, Chateaubriand, parce qu'il a conservé des amitiés royalistes, c'est-à-dire opposées à Bonaparte, et en même temps, il est du dernier bien avec la famille Bonaparte. Alors Molé écrit ceci: dans un certain monde, il critiquait amèrement les actes du premier consul, tandis qu'il passait chez Madame Battiocchi, la sœur de Napoléon, et chez Lucien Bonaparte, pour son plus grand admirateur. À savoir qu'il pratiquait une politique habile de double jeu. Il se disait, après tout, on ne sait pas si Bonaparte va tenir le coup, je continue à avoir des liaisons royalistes, car c'était les royalistes qui lui avaient permis de vivre en Angleterre. Son ambassade, enfin plutôt sa charge auprès de l'ambassadeur de France à Rome, qui était le cardinal Fesch, l'oncle de l'empereur, comporte des difficultés. Chateaubriand était un homme assez difficile, qui se prenait très au sérieux parce qu'il était un père de l'Église depuis le génie du christianisme. Son chef, l'ambassadeur, le trouvait insupportable. Chateaubriand avait des liaisons ouvertes avec les royalistes de Rome. À un certain moment, il a failli se faire révoquer.
Bon, il est sauvé par la peau du cou par Fontane, son ami Fontane, qui est très bien auprès de Bonaparte. Bonaparte ne prend pas de sanctions contre lui et même lui donne une promotion. Il n'était encore qu'attaché, ou secrétaire, si vous voulez, un petit secrétaire d'ambassade, et grâce à Bonaparte, poussé par Fontane, voici Chateaubriand ministre. Vous savez, ministre, un grand titre avant d'être ambassadeur. Hein. Seulement voilà, il a été nommé ministre dans un endroit qu'il n'y devait pas du tout. Il a été nommé ministre de France à Sion. À ce moment-là, le Valais était une république éphémère, naturellement. Bien entendu, Bonaparte allait mettre la main dessus dans quelques instants. Mais enfin, il y avait tout de même une indépendance fictive du Valais. Il y avait une capitale du Valais qui s'appelait Sion. Et le représentant officiel de la France à Sion, c'était Chateaubriand. Il a pris ça très mal. Il a trouvé qu'on se moquait de lui, enfin qu'un homme de sa stature ne pouvait pas aller s'enfermer dans une république de marmotte, comme il disait. Alors, comme il est furieux, et comme, d'autre part, nous sommes en 1804, et qu'en 1804, il y a de grandes rumeurs du côté des royalistes contre Bonaparte, parce que même des attentats qui se préparent, il y avait eu plusieurs attentats royalistes contre Bonaparte, parce que Bonaparte, à ce moment-là, fait ce que l'on peut prendre, ce que certains ont pris pour une très grande imprudence, en faisant exécuter dans les fossés de Vincennes, fusiller à Vincennes le duc d'Enghien, c'est-à-dire un homme qui avait du sang royal, enfin un Bourbon. Chateaubriand se dit, c'est le moment de faire ma dérobade, je vais quitter ce Bonaparte, qui ne m'a pas récompensé comme je le mérite, et je m'en vais me glisser du côté des royalistes. Alors, attention, il ne donne pas sa démission, comme il le prétendra, mais il refuse dans des termes extrêmement convenables, sa nomination à Sion en s'abritant derrière la santé de sa femme. Il a dit, moi, je suis extrêmement honoré de cette nomination, vous savez, malheureusement, ma pauvre femme, enfin, le climat du Valais, c'est difficile, alors je prie le citoyen premier consul de bien vouloir accepter que je ne prenne pas le poste qu'il m'a octroyé. Bonaparte fronce les sourcils et voit très bien qu'il y a une manœuvre de la part de Chateaubriand. Enfin, il n'est pas content, mais je ne peux pas dire qu'il le persécute à ce moment-là. Il le persécute tout de même en ce sens qu'il dit, il n'a pas voulu aller à Sion. Eh bien, cette lettre de refus, je la considère comme une lettre de démission, et c'est fini pour sa carrière diplomatique. Je ne lui ferai pas de misère, hein, mais il ne fait plus partie, il n'est plus sur les contrôles de la carrière diplomatique. Il n'est plus diplomate. Ce pauvre Chateaubriand, qui s'était imaginé que les royalistes français allaient tous d'un seul bloc se mettre furieux contre Bonaparte parce qu'il avait touché un Bourbon, il ne s'aperçoit pas, Chateaubriand, que Bonaparte a fait un coup du tonnerre de Dieu, si je puis dire, en transformant son consulat en un empire. Il est devenu tout à coup l'empereur Napoléon. Il a créé une cour. Alors les royalistes se précipitent à cette cour parce que, comme dans l'ancienne cour, il y a des préséances, il y a des prébendes, enfin il y a de beaux traitements, si bien que l'assassinat du duc d'Enghien passe, si j'ose dire, comme une lettre à la poste, et que les royalistes font bloc derrière Napoléon. Chateaubriand en est pour ses frais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout doucement et tout gentiment, il va se rapprocher de cet empereur, maintenant qu'il avait essayé de fuir. Se rapprocher si bien, soutenu du reste par des gens, soutenu par Talleyrand. Talleyrand l'aime bien. Talleyrand le pousse. Tellement soutenu que lorsqu'il va faire ce voyage, dont je vous parlais à un instant, ce grand périple méditerranéen, il le fait comme voyageur officiel. Pour employer une expression ridicule d'aujourd'hui et américaine, c'est un VIP, enfin, very important person. Il est muni de lettres de recommandation auprès du consul de France à Athènes, auprès de l'ambassadeur de France à Constantinople, enfin, c'est un voyageur protégé par l'autorité impériale. Ce qui lui est fort agréable parce que, par exemple, lorsqu'il est à Jérusalem, et qu'il voudrait se faire recevoir, comme on dit, chevalier du Saint-Sépulcre, et que les moines de Jérusalem ne font chevalier du Saint-Sépulcre que ceux qui donnent certaines sommes d'argent, Chateaubriand veut être nommé gratis, chevalier du Saint-Sépulcre. Discussion, on en a la preuve sur le registre des moines, et les moines disent, tout de même, enfin, quelqu'un qui est recommandé par l'empereur des Français, qui est recommandé par l'ambassadeur de France à Constantinople, on ne peut pas moins faire. Alors on lui donnera son titre de chevalier du Saint-Sépulcre sans qu'il ait déboursé un sou. Il rentre de son périple, comme je vous l'ai dit, il arrive en Espagne où il avait donné rendez-vous à une nouvelle maîtresse, royaliste comme toutes les autres. Toutes les maîtresses Chateaubriand, connues du moins, étaient des royalistes. La première, c'était Pauline de Beaumont. Quand je dis la première, enfin une, c'était Pauline de Beaumont. La seconde, c'était Delphine de Custine, très royaliste. La troisième, c'était maintenant Nathalie de Noailles, très royaliste. Et nous sommes en 1806-1807. On sait aujourd'hui qu'en 1807, tandis que Napoléon était en Poméranie, il commençait, vous savez, à se battre du côté là-bas des Russes, des rumeurs couraient à Paris disant « il n'en reviendra pas ». Il est même possible, j'en ai pas la preuve, il est même possible qu'un complot ait été organisé pour l'assassiner ou s'arranger pour le faire tuer, soi-disant dans une bataille, après une balle perdue. Si vous étudiez le journal intime de Benjamin Constant, pour l'année 1807 par exemple, Benjamin Constant, vous apercevez qu'on voit l'écho de ces rumeurs. Et Constant est en train de se dire « tiens, l'empereur va peut-être tomber, il faut songer à l'avenir ». Bon, Chateaubriand le croit aussi. Alors, sous la poussée de sa maîtresse Nathalie de Noailles, qui est très royaliste, comme je vous l'ai dit, il va commencer à prendre place. C'est-à-dire que, dans cette revue qu'il dirigeait, qui s'appelle Le Mercure,
à la fin du Mercure, en petit caractère, hein, vous savez, c'était pas retentissant, dans un compte-rendu d'un ouvrage, du reste d'un ouvrage qui appartenait à la parenté de Madame de Noailles, il va faire une petite phrase sur Tacite et Néron. Il n'y a pas d'allusion précise, hein. Seulement, il espère que les gens comprendront en douce que Néron, c'est Bonaparte, enfin Napoléon, et que Tacite, c'est lui, Chateaubriand. C'était d'une extraordinaire prudence. Et peut-être que l'empereur ne l'eût pas vu. Mais le cardinal Fesch, vous vous rappelez qui c'est? C'était le chef de Chateaubriand lorsqu'il était à l'ambassade de France à Rome. Cardinal Fesch, qui détestait Chateaubriand, va amener ça sous les yeux de son neveu l'empereur, et va lui dire, tenez, vous voyez ce qu'il a écrit de Chateaubriand, ben, on comprend l'allusion. Alors Bonaparte ne se met pas furieux, vous savez, Napoléon n'entre pas dans une grande crise, mais il dit, simplement, il dit à Fontane, faites savoir à votre ami Chateaubriand que s'il récidive, s'il recommence cette espèce de gratterie à mon égard, je lui retirerai ma protection. Vous avez compris? Je lui retirerai ma protection. Ça veut dire que s'il veut faire un voyage, il ne sera plus un very important personne. Il sera simplement un homme comme les autres. Or, il ne tombe pas, l'empereur. Et au contraire, il revient plein de gloire, plus plein de gloire que jamais. Alors, pour la seconde fois, on va voir notre Chateaubriand s'avancer en rampant gentiment, tout sourire du côté de l'empereur. Il va écrire Les Martyrs, et dans Les Martyrs, il va s'arranger pour que l'empereur en soit entièrement satisfait. Et vous savez, il y avait une censure des livres extrêmement sévère. Et bien, pour qu'un livre ait paru sans difficulté du côté de la censure, c'est que le livre avait plu au maître, ou du moins au censeur. Et je comprends bien, parce qu'à un moment, dans ces Martyrs, ayant inventé de mettre comme personnage Satan, oui, le diable lui-même, il va faire chanter à Satan un verset de la Marseillaise. Et Bonaparte détestait la Marseillaise. Alors on entend Satan qui commence en disant « Le jour de gloire est arrivé ». Ben, ça plaît au maître, ça. D'autre part, dans son récit de voyage, l'itinéraire de Paris à Jérusalem, lorsqu'il a parlé de Saint Jean d'Acre, vous savez, Saint Jean d'Acre où Bonaparte avait eu des ennuis, eh bien, il ne va pas l'appeler le général Bonaparte, tel qu'il était à ce moment-là. Il va dire l'empereur devant Saint Jean d'Acre. C'était une agréable anticipation, mais ça faisait plaisir au despote. Enfin, c'est vous dire qu'il est de plus en plus gentil. Et effectivement, du côté du pouvoir, on est très gentil avec lui. Au point que, s'il entre à l'Académie française, c'est par la volonté expresse de Napoléon. L'Académie française était pleine de ce qu'on appelait des idéologues. Avant tout, c'était des anticléricaux. Chateaubriand passait pour un clérical puisqu'il avait écrit Le génie du christianisme. L'Académie française ne voulait pas de lui. Il nous racontera plus tard dans ses mémoires d'outre-tombe, j'ai été élu à une large majorité, alors qu'il a été élu à une voix de majorité, une voix qui était imposée par l'empereur, et il va prononcer son discours, préparer son discours. Or, l'Académie se venge. L'Académie n'a pas du tout été contente de voir que l'empereur lui imposait ce monsieur de Chateaubriand. L'Académie va lui faire un sale coup à Chateaubriand. Vous savez qu'un académicien doit déposer le discours qu'il compte prononcer. L'Académie se penche sur le discours pour dire si c'est bien ou mal. Et l'Académie, pour faire pièce à Chateaubriand, lui refuse son discours en disant « à refaire ». Chateaubriand est trop content, ça l'embêtait beaucoup ce discours. Les royalistes le guettaient pour voir s'il allait faire une allusion à la mort de Louis XVI, car il succédait à l'Académie à ce Marie-Joseph Chénier qui était un régicide. Il est bien trop content de ne pas avoir à prononcer son discours. Et il dira aux académiciens « eh ben vous savez, moi, je vous méprise, j'en ai pas besoin, je prononce pas de discours, pas de réception solennelle ». Et il est de mieux en mieux avec l'empereur, puisqu'en 1812, il est même question, grâce à une nouvelle maîtresse Chateaubriand qui s'appelait Madame Hamelin et qui couchait un peu avec l'empereur, il est question de faire de lui, Chateaubriand, l'inspecteur général des bibliothèques de France, avec, dit-il avec une espèce de grande naïveté, avec un traitement d'ambassadeur de première classe. Enfin, je vais vous dire qu'en 1812, ça marche au mieux entre lui et l'empereur. Mais voilà, l'empereur ne va pas tenir sa promesse, parce que il a autre chose à faire qu'à s'occuper de bibliothèque. C'est la campagne de Russie, ça tourne très mal. En 1813, on a bien l'impression qu'il est fini, l'empereur, qu'il va être écrasé. La France va être bientôt envahie. Alors qu'est-ce que pense Chateaubriand? Mais il est extrêmement ennuyé, mais horriblement ennuyé. Parce qu'il se dit, je me suis compromis à fond avec l'empereur. Tout le monde sait que c'est lui qui m'a fait entrer à l'Académie française. Et si maintenant arrive Louis XVIII, s'il revient le roi, quelle figure vais-je faire? Alors c'est alors qu'il a inventé d'écrire ce texte qui est assez, je ne veux pas dire déshonorant, mais enfin qui est assez pénible, qui s'appelle De Buonaparte à des Bourbons, où il jette la dérision sur un homme auquel il devait beaucoup. Et quand est-ce qu'il va publier son pamphlet? Sous l'empereur? Oh, pas du tout, il attend que l'empereur soit par terre. Et c'est quand les Alliés, quand les Russes et les Autrichiens et les Prussiens sont dans Paris, que va paraître cet opuscule qui ressemble à un coup de couteau à un mort. Et il a tellement peur, Chateaubriand, de ce qui va se passer du côté de Louis XVIII, il a tellement peur qu'il va organiser tout un récital, cette fois oui, un récital de mensonges sur ses rapports avec l'empereur. Il va dire, par exemple, en 1804, j'ai jeté ma démission à la face du tyran. Pas du tout.
On l'a démissionné. Lui, il n'avait pas démissionné. En 1807, lorsqu'il a fait dans le Mercure de France cette petite allusion très prudente que je vous ai dit sur à Néron et à Tacite, eh bien, il va raconter maintenant, l'empereur est entré dans une telle crise qu'il a dit devant mon ami Fontane, je vais faire sabrer ce Chateaubriand sur les marges des Tuileries. Non, c'était pas question. L'empereur avait dit simplement, je lui retirerai ma protection. Hein. Et à propos de l'Académie française, il va inventer deux histoires. Premièrement, il va dire, savez-vous, que j'ai reçu la visite du chef de la police, qui s'appelait Savary, et qui m'a donné le choix entre un cul de basse-fosse jusqu'à la fin de votre vie en prison, ou bien vous acceptez d'entrer à l'Académie. Qu'est-ce que vous voulez, hein, j'étais bien obligé d'entrer. Et quant à l'histoire du discours de réception, il va prétendre que ce discours de réception était tellement libéral, était tellement républicain, que l'empereur l'avait marqué, l'avait griffé de coups de crayon comme les griffes d'un lion, et avait dit, c'est épouvantable ce texte-là, je n'en veux pas. C'était pas vrai. L'empereur avait dit au contraire, je n'ai jamais été mieux loué, et il avait demandé simplement la suppression d'une allusion extrêmement timide au régicide du prédécesseur. En somme, au moment de la Restauration, en 1814, quand les Alliés entrent à Paris, on peut dire que Chateaubriand a tremblé et qu'il a eu cette fois, c'est vrai, une peur de lapin. Eh bien, n'empêche que Chateaubriand était extraordinairement séduisant. Je vous ai parlé de Molé tout à l'heure. Molé qui disait avec hauteur, c'est dégoûtant de voir Chateaubriand sous le consulat, qui tient deux langages divers, qui du côté d'Elisabeth Tcheuki dit « j'adore ce consul » et du côté des royalistes le critique amèrement. Ben, Molé lui-même se boutonnait, vous savez, ce majestueux, ce type qui aimait pas rire, avoue dans ses mémoires, on ne peut pas se défendre d'une espèce de tendresse, de coupable tendresse à l'égard de Chateaubriand. Il y a en lui quelque chose qui force la sympathie. J'ai honte d'avoir cette sympathie, mais j'ai pour lui une espèce de sympathie. Il y a aussi un texte qui m'a bien plu, qui est de Astolphe, quel drôle de prénom, Astolphe de Custine, c'est-à-dire le fils de cette Madame de Custine dont Chateaubriand avait été un moment l'amant. Ce texte, il est de 1821, donc un Chateaubriand qui est plus un gosse, hein, qui a 53 ans. Eh bien, Astolphe de Custine dit, ah, j'ai retrouvé M. de Chateaubriand avec tant de plaisir. Il est gai, simple, enfant. C'est pas comme ça qu'on le voit d'habitude, hein, gai, simple et enfant. Il y a un côté chez lui de gaminerie dont je voudrais vous parler, et j'avais même terminé mon bouquin sur le détail que voici. Lorsque, en 1833, Chateaubriand a accepté de servir d'ambassadeur officieux, si vous voulez, auprès de Charles X, qui est à ce moment-là en exil à Prague, pour plaider la cause de la petite duchesse de Berry, qui s'est mal conduite, qui a un enfant, et elle a été obligée de dire que c'était l'héritière du trône. Hein. Elle a été obligée de dire, oui, c'est vrai, dès que je suis devenue veuve, je suis jeune, je me suis remariée avec un gentilhomme italien, ça avait été très mal vu à la cour de France, qui était là-bas à Prague. Alors Chateaubriand se constitue l'émissaire. Le voyage est long. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui nous le raconte. C'était à Waldmützen, je crois, en Bavière, hein. Et il se dirigeait du côté de Prague. Il n'était pas encore arrivé. Il s'embêtait beaucoup, il était dans sa berline tout seul. Alors voilà qu'à un arrêt, il achète un accordéon. Jamais il n'a touché un accordéon. Mais il s'ennuie tellement dans sa berline qu'il se met à travailler sur son accordéon. Alors représentez-vous ce Chateaubriand, ce majestueux Chateaubriand qui est couvert de décorations, fait qu'il est un ancien ambassadeur, un ancien ministre, ministre des Affaires étrangères, et qu'il a à l'intérieur de sa berline s'amuse avec cet instrument dont il ne sait absolument pas jouer, et je te pianote, et je te stouffe, et je te dégonfle, tout ça à l'ahurissement certainement du cocher, vous savez, dans une stupeur impassible, qui entend sortir de derrière lui ces bruits informes et acharnés. Et bien ce vieux monsieur Chateaubriand, si majestueux, et qui chantonne sur son accordéon, que voulez-vous, il me ravit. Je comprends très bien que une de ses maîtresses, enfin Madame de Custine, a dit, j'étais encharmé par lui, encharmé, vous savez, au sens le plus fort, un charme, comme s'il sortait de lui je ne sais quelle magie. Une magie noire? Oh, sûrement pas, voyons, pas noire. Une magie blanche? Ah non, c'est pas non plus une magie blanche. Je chercherais un mot, si je pouvais en trouver un. Je dirais une magie bleue, ou peut-être une magie arc-en-ciel. Pourquoi arc-en-ciel? Parce que ce grand gamin, ce pas sérieux de Chateaubriand, quand il avait 61 ans passés, allait chanter les chansons de Béranger dans un cabinet particulier d'un bistrot qui se trouve encore aujourd'hui devant la gare d'Austerlitz et qui s'appelait justement l'Arc-en-Ciel. Eh bien, la prochaine fois, je vous parlais d'un autre aspect de Chateaubriand, mais j'aimais aujourd'hui vous montrer ce côté irrésistiblement gamin qui est si séduisant chez lui. La dernière fois, à propos de Chateaubriand, je vous avais parlé de cet aspect
que j'avais qualifié très irrespectueusement de pas sérieux. Oui, c'est vrai, il y a un côté pas sérieux chez Chateaubriand. Mais forcément, c'était un homme, hein, confronté à nos problèmes d'homme. Alors il y a certainement des choses sérieuses qu'il a à nous dire, et c'est ce que je voudrais que nous regardions en une petite demi-heure. 3 thèmes. Je voudrais regarder ce que c'est en réalité la politique de Chateaubriand, il en a une quand même. Deuxièmement, Chateaubriand est ce que l'on appelle, entre guillemets, l'amour. Et puis le problème religieux chez Chateaubriand qui a beaucoup compté. Politique, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, mais j'ai une chose assez neuve à vous dire, qui est ceci. Il ne nous a pas beaucoup parlé, dans ses mémoires d'outre-tombe, de son adolescence. Il a glissé là-dessus, il nous a parlé de la sylphide, enfin de ses rêves amoureux, oui. Mais il a très peu parlé de ses dispositions politiques quand il avait 20 ans, 25 ans. Et pourtant, c'était en plein moment de la Révolution. Et bien, ce qu'il faut savoir, et c'est assez intéressant, c'est qu'il était plutôt esprit fort, comme on dit. Tout à l'heure, je vous parlerai de sa pensée religieuse et je vous dirai qu'il avait été voltairien autour de sa 20e année, alors qu'il avait été élevé très pieusement par sa mère. Mais il n'était pas simplement voltairien, il était aussi, comme on dit, dans les idées nouvelles. Les idées nouvelles, en 1788-89, eh ben, c'était anti-autocrate, enfin c'était du côté de ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche. Les fréquentations du jeune Chateaubriand à Paris, et pourtant c'était un officier des armées de Louis XVI, étaient des fréquentations assez compromettantes. C'est un garçon qui, finalement, a applaudi avec assez de cœur à ce qui se produisait dans le Paris 1689. Seulement, il appartient à l'aristocratie bretonne. Il est obligé de filer doux à cause de son milieu, il ne va pas se constituer en opposition visible à l'égard de son milieu, et il y a tout de suite un problème qui va se poser pour lui, c'est celui de l'émigration. Vous savez bien ce qui se passe, hein. La plupart des aristocrates se disent absolument inqualifiables, cette France qui est en train de mal tourner, enfin avec des sans-culottes qui rendent la vie décente absolument impossible. Alors des quantités d'aristocrates émigraient, se dirigeaient du côté du Rhin, ils se groupaient les militaires autour de Coblentz et se préparaient même, s'il le fallait, à agir militairement contre cette France révolutionnaire. Ben, Chateaubriand, lui, n'est pas très excité du côté de l'immigration. Il n'a pas du tout envie d'y aller. Alors il a trouvé ce qu'il estimait une combinaison, comme on dira aujourd'hui, enfin un joint, une issue. Il dit à un de ses amis qui s'appelait le Chevalier de Pana, quant à moi, j'émigre du monde. Ça veut dire quoi? Ça s'en va dans l'autre monde? Oh non, pas du tout, il s'en va dans le nouveau monde, c'est-à-dire qu'il s'en va du côté des États-Unis. Et il y va surtout, ce malheureux garçon qui n'a pas d'argent, parce qu'il est le fils cadet, que le fils aîné, d'après les lois anciennes, avait reçu tout l'héritage, avait tout le patrimoine, et lui, Chateaubriand, le cadet, il n'a pas d'argent. Alors il va en Amérique, parce qu'on lui a parlé de spéculation possible sur les terrains, et il va nous raconter plus tard, dans ses mémoires d'outre-tombe, le fameux festival de galéjade dont je vous ai parlé, que s'il est revenu très brusquement des États-Unis, c'est parce qu'il avait appris par hasard la situation dramatique qui était celle du roi, du souverain. Vous vous rappelez bien que Louis XVI avait essayé de s'enfuir, que c'est ce qu'on appelle la fuite de Varennes, qu'il avait été rattrapé, qu'il était en France, enfin à Paris, en somme surveillé, quoi, perpétuellement surveillé et menacé. Et Chateaubriand nous dit, mon vieux sang breton royaliste n'a fait qu'un tour, je suis revenu comme une flèche à travers l'océan pour mettre mon épée à la disposition du souverain. Mais c'est pas vrai. S'il est revenu tellement vite des États-Unis, après y avoir passé environ 4 mois, c'est que ses spéculations avaient complètement raté, qu'il était sans le sou, qu'il avait plein de dettes et qu'il s'enfuyait. Et le voilà qui rentre en France au début de l'année 92. Ben, en 92, la situation politique est encore plus dangereuse qu'en 1789. Alors il va y avoir, de sa part, dans les mémoires d'outre-tombe, une phrase inouïe, enfin, d'une violence incroyable, et comme les mémoires devaient être d'outre-tombe, c'est-à-dire posthume, Madame de Chateaubriand, la femme de Chateaubriand, par bonheur, qui va mourir avant lui, ne pourra pas lire cette phrase énorme. Là voilà cette phrase. Alors, quand je suis revenu d'Amérique, on me maria, vous avez bien entendu, on me maria, c'est pour moi qui suis arrivé, on me maria, afin de me fournir le moyen de m'aller faire tuer au service d'une cause que je n'aimais pas. Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est horrible. Ça veut dire, on me maria, oh, pas tellement avec Céleste Buisson de la Vigne, c'est la femme qui va épouser, mais avec la dot de Céleste Buisson de la Vigne. Et afin qu'ils puissent utiliser cette dot pour émigrer, puisque les émigrés étaient obligés de s'entretenir eux-mêmes. Mais c'est la fin de la phrase qui m'intéresse énormément. Au soutien d'une cause que je n'aimais pas. Chateaubriand avoue carrément qu'il n'avait pas envie d'émigrer, et que, comme ça, fondamentalement, spirituellement, il n'était pas du côté des émigrés. Vous savez que, forcé par son milieu, il va tout de même émigrer, que ça va très mal tourner, il va combattre contre son pays, contre la France, au siège de Thionville, et puis il va être obligé de s'enfuir en Angleterre. Mais alors, voilà une deuxième phrase des Mémoires d'outre-tombe que l'on cite rarement, et qui est d'une incroyable brutalité. Il va raconter, oh, vous savez, en glissant un petit peu, que quand il rentre en France, lui, il trouve enfin une situation, il ose à peine dire que c'est grâce à Bonaparte qu'il a sa situation. Il avoue qu'il était très lié avec cette charmante personne qui s'appelait Madame de Custine,
qu'elle avait un très beau château à Fervaques, et il vous raconte la chose suivante. Lorsque j'étais l'hôte de Madame de Custine dans son château de Fervaques, elle m'a fait dormir dans une chambre où, paraît-il, avait dormi, jadis, Henri IV. J'ai couché dans le lit d'Henri IV, dit-il. Un lit où Henri IV ne devait pas être seul avec quelques florelles, comme il dit, ou quelques florettes. Et, alors je cite, entre guillemets, cette phrase invraisemblable, et dans ce lit, j'y gagnais, J apostrophe Y, j'y gagnais le royalisme que je n'avais pas naturellement. Vous réfléchissez un peu à l'horreur de cette phrase, ça veut dire... Enfin, c'est comme quelqu'un qui attrape une maladie vénérienne dans des draps contaminés. J'ai gagné le royalisme pour avoir couché dans le lit de Henri IV. C'est une drôle de façon d'affirmer qu'il avait un royalisme congénital. Mais comme, à partir de 1814, quand il a eu cette fameuse peur de lapin dont je vous ai parlé, quand il s'est dit, mais le Louis XVIII, qu'est-ce qu'il va penser de moi, puisque ma situation a été faite en grande partie par Bonaparte et par Napoléon, et qu'il avait inventé tous ces mensonges pour faire croire qu'il avait été persécuté par l'empereur, il va donner tous les gages possibles, il va faire de la politique ultra royaliste, et le Chateaubriand politique, enfin de 1814 à 1830, est un homme qui joue la carte du royalisme excessif, au point même qu'il va se vanter d'avoir organisé l'expédition d'Espagne, l'expédition militaire de la France contre l'Espagne, il dira même ma guerre d'Espagne, ce qu'il rapprochait de Napoléon, mais que c'était cette histoire de la guerre d'Espagne? Eh ben, en Espagne, il y avait un mouvement libéral. Je ne dis pas un mouvement républicain, mais enfin, on appellerait ça un mouvement de gauche. Et la Sainte Alliance des princes n'acceptait pas qu'il y ait une Espagne dangereuse, une Espagne contagieuse, une Espagne libérale. Alors c'est Chateaubriand lui-même, ministre des Affaires étrangères, qui avait décidé, le gouvernement de Louis XVIII, enfin qui avait poussé le gouvernement de Louis XVIII à faire une intervention militaire en Espagne. Mais voilà qu'en 1824, il est chassé, très brutalement il faut le dire, du ministère. Il ne nous donnera pas les raisons, on les connaît aujourd'hui. En fait, il était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Villèle, et comme il était fort ambitieux, il essayait de scier son président du Conseil, Villèle, et de le remplacer. Le roi n'avait pas aimé ça, il est congédié brutalement, c'était je crois le 6 juin 1824, et à partir de ce moment, nouvelle évolution de Chateaubriand, il n'est plus du ministère, et il va redevenir, je dis bien redevenir libéral. Il va faire maintenant une politique de gauche. Lorsqu'il y aura le ministère Martignac, qui était un ministère plutôt gauchiste, on va voir Chateaubriand appuyer ce ministère et recevoir même de ce ministère une nouvelle ambassade puisqu'il va être envoyé à Rome. Arrive la révolution de 1830. Il y a un Chateaubriand à ce moment-là devant nous qui est déjà sexagénaire. Et il faut faire attention que c'est un homme qui était très convoiteux, enfin qui avait envie de grandeur et d'argent, mais il l'avait obtenu tout ça. Alors ces grandeurs qu'il a eues entre les mains et qu'il avait tellement désirées, maintenant qu'il les a eues, ça l'intéresse beaucoup moins. L'homme de 60 ans, 62 ans que nous avons devant nous n'est plus quelqu'un d'aussi tendu vers la réussite qu'il l'était autrefois. Du moment qu'il les a obtenues, ces choses, c'est passé, c'est inscrit, c'est à son actif. Alors, l'opposition qu'il va manifester à l'égard du nouveau pouvoir qui s'appelle le gouvernement de Juillet, la monarchie de Juillet avec Louis-Philippe, une opposition dont il fait croire en apparence pour son personnage que c'est une opposition de légitimiste, d'homme qui est fidèle à la branche Bourbon et qui ne veut pas servir cette branche traîtresse qui s'appelle les Orléans, en vérité, et je vais vous donner la preuve, ça n'est pas l'opposition d'un légitimiste, c'est l'opposition d'un républicain. Car les dernières années de Chateaubriand, telles qu'on les voit à travers ses textes, prouvent que c'est maintenant la monarchie même, cette monarchie qu'il a soi-disant servi avec passion, qu'il estime impossible. Il écrit dans les Mémoires d'Outre-Tombe, cette phrase est là, il dit « Ce qui est désormais impossible dans l'Europe, ce n'est pas la République, c'est la monarchie. » Et il y a une phrase de lui encore beaucoup plus intéressante, et que voici, une société où certains individus disposent de 2 millions de revenus, alors que des multitudes meurent de faim, vous vous figurez, écrit Chateaubriand, vous vous figurez qu'une telle distribution de la propriété peut subsister? Vous pensez qu'elle ne justifie pas, il y a bien justifié, vous pensez qu'elle ne justifie pas les soulèvements populaires. Il y a une chose bien intéressante, c'est que sa femme, dont on parle si peu, Céleste Buisson de la Vigne, devenue Madame Chateaubriand, pensait exactement comme lui là-dessus. On a publié des petites notes, une espèce de journal intime de Madame de Chateaubriand. Savez-vous ce qu'elle écrit, la femme de Chateaubriand? Elle écrit ceci: j'entends toujours parler de l'insolence du peuple. Eh bien, pour ma part, écrit cette femme, je suis surtout frappé de sa patience. Pour terminer ce chapitre, je voudrais vous lire un mot de cet Astolphe de Custine dont je vous ai parlé déjà précédemment. Astolphe de Custine, le fils de l'ancienne maîtresse de Chateaubriand, qui est un monsieur maintenant, et vous vous rappelez peut-être qu'il disait, comme je suis content de le revoir, Chateaubriand c'était en 21, donc il avait 53 ans, simple, gai et enfant. Et bien le même Astolphe de Custine va écrire ceci:
C'est un Chateaubriand encore plus vieux, près de 70 ans. Il est plus vrai maintenant. L'ambition active est une tentation permanente au profit du mensonge. Depuis qu'il n'est plus rien, il a gagné en sincérité, en force et en courage. En somme, voyez-vous, l'idée que je désirerais que vous gardiez cette première partie de mon exposé, c'est celle-ci. Chateaubriand, en politique, c'est quelqu'un qui a bouclé sa boucle. Il était parti libéral, comme nous disions. Il est devenu à la fin libéral. C'est quelqu'un qui a été délivré des tentations de l'ambition et de l'arrivisme et qui a été rendu à la fin à ce que j'appellerais, ce que je crois vraiment être, sa vraie nature. Ça, c'était le premier point. On va regarder maintenant Chateaubriand et l'amour, enfin comme on dit, Chateaubriand et les femmes. On sait très bien que la vie sentimentale ou charnelle de Chateaubriand a été extraordinairement encombrée, comme celle de Victor Hugo. Alors il y a des gens qui vous disent tout de suite, oh c'était au fond quoi, c'était des pauvres types, c'était des obsédés sexuels. J'aime pas beaucoup cette façon de parler. Parce que l'homme qui parle d'autrui en disant c'est un obsédé sexuel, c'est quelqu'un d'habitude qui essaie de nous donner le change, comme pour dire, moi je suis pas un obsédé sexuel. Il y a pas longtemps, je lisais dans un livre dont je ne vous dirai pas le titre, cette phrase qui m'a assez amusé, un monsieur qui dit, bah quoi, je suis un homme normal, moi de ce côté-là, je ne pense aux femmes que 23 heures sur 24. Oh bah disons en effet que pour un certain nombre de gens, les questions charnelles, c'est une affaire très importante dans la vie. Il y a des exceptions, et j'en connais. Eh bien, disons, Chateaubriand n'était pas simplement une exception, voilà. Un premier petit point, un peu délicat, dont j'ai à vous parler, c'est une attitude de Chateaubriand qu'il perdra. Mais au début de sa vie, il est vraiment très peu scrupuleux sur l'usage qu'il peut faire de ses maîtresses au point de vue argent. Comme en effet, pendant des années, il a manqué d'argent, eh ben, il ne se faisait pas beaucoup de scrupules de se laisser entretenir. On sait, pas depuis bien longtemps, c'était dans 1939 qu'on a découvert ça, que pendant qu'il était émigré en Angleterre, il était avec une madame Henriette de Bellois, une aristocrate qui avait de l'argent, qui était du reste entretenue elle-même par un Français, et Chateaubriand vivait chez elle. Pour employer un langage très vulgaire, enfin très brutal, il était au crochet, Henriette de Bellois, ça lui paraissait tout naturel. Quand il rentre en France, et qu'on sait qu'il est l'amant de Pauline de Beaumont, elle a de l'argent, pas beaucoup, mais elle en a, Pauline de Beaumont, ben, il habite chez elle. C'est elle qui a loué une propriété à Savigny-sur-Orge. Ben, il la laisse tranquillement payer le loyer. C'est à Savigny-sur-Orge, chez sa maîtresse, qu'il va écrire le génie du christianisme. Ce qui a paru un peu curieux, parce qu'il y a des pages du génie du christianisme qui vantent la sainteté du mariage et l'importance de la chasteté, et il écrit ça en sortant juste de l'alcôve de sa maîtresse. Il y a une histoire qu'on m'a beaucoup reproché d'avoir mise au jour, et je suis pourtant sûr d'avoir dit la vérité. Savoir que Chateaubriand, quand il a été nommé à Rome, et qu'il était l'amant un petit peu fatigué déjà de Pauline de Beaumont, était assez content de la plaquer, cette pauvre femme, vous savez, qui était tuberculeuse, qui était réduite à une espèce d'état de squelette. Et quand Chateaubriand est envoyé à Rome, elle, qui est passionnée par lui, elle l'adore, elle lui dit, je vais tâcher de te rejoindre à Rome. Oh, il n'en a pas du tout envie. À ce moment-là, il a été pris d'une autre femme, qui s'appelle Delphine de Custine, et il voudrait que ce soit Madame de Custine qui vienne le retrouver à Rome. Alors il se dit, Pauline veut absolument venir me voir, il y aura tout de même une compensation, parce qu'elle va mourir, cette Pauline de Beaumont. Alors peut-être que, comme elle est très gentille avec moi, elle me mettra sur son héritage, enfin sa fortune, elle me la laissera. Et puis comme cette pauvre femme va être prise de court, qu'elle va mourir avant d'avoir pu changer son testament, Chateaubriand, pour donner le change, pour que personne ne puisse se douter dans la famille de Madame de Beaumont qu'il avait convoité l'héritage, va faire un geste spectaculaire. Il va dire, moi qui n'ai pas d'argent, je vais faire, et à mes frais, un monument funéraire pour Madame de Beaumont. Vous voyez à quel point j'étais désintéressé. Mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, il n'avait pas le sou pour faire son monument funéraire, et qu'il va essayer d'emprunter cet argent. Et à qui demande-t-il l'argent? Sa nouvelle maîtresse, qui s'appelle Madame de Custine. Et Madame de Custine prend ça très mal. Elle lui refuse carrément. Et alors, il y a une lettre incroyablement savoureuse, enfin, de Chateaubriand à sa nouvelle maîtresse, quand elle lui a refusé ce prêt, où il lui dit, ces choses-là tiennent à l'honneur. Et je vous avoue qu'ayant eu déjà le tort du refus, je n'aurais jamais cru que vous fussiez capable d'y ajouter le tort encore plus grand de la révélation. Avouez qu'il est jovial. Mais enfin, voyez-vous ce petit détail que je devais vous dire. Ça lui passera, parce que dès le moment où il aura un peu d'argent, il faut qu'il ait des ressources personnelles, il ne se fera plus comme ça entretenir. Alors, autre chose maintenant. Chateaubriand et les trahisons. Il y a une de ses maîtresses, Madame Hortense Allard, qui dira, je sais bien, René Chateaubriand, il vivait dans les trahisons. On ne peut pas mieux dire. D'après les renseignements que nous avons, et il nous en manque beaucoup, vous savez, Chateaubriand n'a pas tout raconté, et même les témoins de sa vie n'ont pas tout dit. Il avait des liaisons, non pas successives, mais superposées, enfin juxtaposées. Le moment le plus agité, si vous voulez, de sa vie sentimentale, ça a été quand il avait disposé des fonds secrets du ministère des Affaires étrangères, quand il était ministre des Affaires étrangères.
Vous savez qu'un ministre des Affaires étrangères dispose de considérables fonds secrets et dont il ne doit compte qu'au souverain lui-même, comme aujourd'hui les ambassadeurs ne doivent ses comptes qu'au président de la République. Et vous comprenez bien que le souverain ne voulait pas s'abaisser à demander la justification des dépenses. Alors il est tout à fait certain que Chateaubriand utilisait les 50 000 francs par mois, somme énorme à cette époque, dont il disposait pour les fonds secrets du ministère des Étrangères. Bon, il utilisait certainement ça très bien pour le bien de la France, mais il l'utilisait aussi pour ses diverses maîtresses. Alors, en 1823, là, lorsqu'il est ministre des Affaires étrangères, il est toujours marié, hein, et ben, il trompe sa femme, bien entendu, avec Juliette Récamier, il y a longtemps de ça, depuis 1818 à peu près. Mais il trompe Juliette Récamier avec une autre passion qui s'appelle Cordelia de Castellane. Il est fou de Cordelia de Castellane. Mais il trompe aussi, et en même temps, Cordelia de Castellane avec une petite madame Hamelin, qui était une créole, qui avait été une merveilleuse, comme on dit pendant le directoire, celle dont je vous ai parlé parce qu'elle va un peu couchoter avec Napoléon. Eh bien, on connaît au moins 4 personnes, et probablement plus, qui sont les trahisons superposées de Chateaubriand dans l'année 1823. Il y a un problème qui se pose. Sa femme, Céleste Buisson de la Vie, qui n'était pas ravissante, vous savez, elle a l'air d'un tapir, elle avait le nez un peu proéminent et pas de menton. Est-ce qu'elle savait qu'elle était à ce point trahie? Ce qui est très frappant, c'est de voir les quelques lettres que nous avons de Chateaubriand à sa femme au cours de sa vie. Enfin, quand il l'a quittée, il lui écrivait. Il lui écrivait tous les jours. Il lui écrivait des lettres charmantes. Et il y a même un document inouï, enfin, qui a été révélé dans le journal de Joubert, je crois, où Madame de Chateaubriand, interrogée par Joubert, qui était un ami de la famille, demandait à Céleste s'il était heureuse. Elle dit, mais il est merveilleux, mon mari. Vous savez, il est tellement bien, il est tellement parfait, que j'ai toujours peur qu'il s'envole et qu'il disparaisse. Pas croyable. Eh bien, je suis persuadé que, malgré cette vie sentimentale extrêmement troublée de Chateaubriand, sa femme n'a jamais rien su. On nous cite toujours cette phrase que quelqu'un, en visite chez Madame Chateaubriand, dit non, il n'est pas là, il est avec une de ses amantes. Mais je suis convaincu que quand elle dit ça, quand elle est une de ses amantes, elle le dit en souriant. Parce que Chateaubriand, qui sort beaucoup alors que sa femme n'aime pas sortir, Chateaubriand dit toujours à sa femme, ah ben je suis obligé d'avoir des relations, il y a une bande de snobs là qui m'entourent parce que je suis un personnage illustre. Alors Madame Chateaubriand, gentiment, comme ça, indulgemment, dit, oh, qu'est-ce que vous voulez, il aime ça, il aime aller dans le monde. C'est pas carriable, je vous le répète, et j'ai la conviction que Madame de Chateaubriand n'a jamais su à quel point elle avait été trompée par son mari. Allons un peu de l'avantage. Hein. Je crois que j'ai été longtemps victime d'une assertion de Sainte-Beuve à laquelle j'avais donné une créance. Sainte-Beuve disait à propos des amours de Chateaubriand, ce qu'il cherchait surtout dans ses liaisons, c'était l'occasion du trouble et du rêve. Il y a du vrai. Je crois que Chateaubriand, en effet, dans ses amours, mettait autre chose que les réalités charnelles. Mais il faut bien savoir qu'il les mettait, ces fameuses réalités, au premier plan. Et là, je vais vous apporter un texte de lui, qui est de sa vieillesse. Il avait 65 ans, 65 ans, lorsqu'il écrivait ça. Et c'était à propos de cette expédition qu'il a fait à Prague, dont je vous ai parlé la dernière fois, lorsqu'il allait essayer de réconcilier la duchesse de Berry avec Charles X, qui ne voulait plus la voir. Alors il avait passé une soirée à un petit patelin d'Allemagne qui s'appelait Waldmünchen. Et il écrit ceci. Si j'avais 20 ans, je chercherais quelque aventure. Jadis, j'étais fort lié avec mon corps. Je lui conseillais de vivre sagement, afin de se montrer tout gaillard dans une quarantaine d'années. Il se moquait de mes sermons. Il s'obstinait à se divertir. Il n'aurait pas donné 2 sous pour être un jour ce que l'on appelle un homme bien conservé. Au diable, disait-il, que gagnerais-je à lésiner sur mon printemps pour toutes les joies de la vie, quand personne ne voudra plus les partager avec moi. Et il se donnait du bonheur par-dessus la tête. Voilà ce que Chateaubriand écrit. Du bonheur par-dessus la tête, dans le vocabulaire de Chateaubriand, c'est très clair, ça veut dire qu'il faisait beaucoup l'amour. Et alors il fait croire maintenant, parce qu'il a 65 ans, que c'est ce qui lui arrivait quand il avait 20 ans. C'est du respect humain, vous savez, parce qu'il ne veut pas avouer que maintenant, à 65 ans, il laisse cet homme bien conservé dont il parlait. Il était incroyablement vert encore, et capable de beaucoup d'exploits à 65 ans. Eh bien, je tiens à vous dire que ce côté du fait et du prendre chez Chateaubriand était très important. Ne le voyez jamais comme un homme qui se contentait de liaisons platoniques. Ces liaisons n'étaient jamais platoniques. Allons encore davantage. Il y a un témoignage de Madame Récamier qui est assez dramatique. C'est un témoignage écrit dans sa vieillesse, entendu, où elle dit à un ami qui s'appelait Loménie, elle lui dit « Ah, le charme, M. Chateaubriand, il en regorge, c'est pas ça qui lui manque. Mais de sensibilité, pas l'ombre. » C'est une phrase très grave, ça. Et si Madame Juliette Récamier avait dit ça vers l'année 1825, par exemple, lorsqu'elle se doutait bien que Chateaubriand la trahissait, lorsqu'elle avait été déchirée de penser qu'elle était, en effet, un petit peu encore sa maîtresse, mais que surtout il s'occupait de Cordelia de Castellane,
On pourrait dire c'est la vengeance, enfin, c'est la rancune d'une femme trompée. Mais elle écrit ça bien des années plus tard, en se rappelant tout ce qu'elle a passé avec Chateaubriand, et disant « Oui, oui, il avait du charme, c'est entendu, oui, oui, il désirait mon corps, mais de sensibilité, pas l'ombre. » Ça me rappelle une phrase terrible que vous connaissez peut-être de Béatrice Beck, « L'amour n'a pas de cœur. » Figurez-vous que dans un texte que Chateaubriand avait préparé pour ses mémoires d'outre-tombe, et qu'il en avait retiré, et que l'on a retrouvé qu'il y a quelques années, il y avait cette déclaration, en somme stupéfiante. « Je n'ai jamais été serré dans les bras d'une femme, avec cette plénitude d'abandon, ces doubles nœuds, cette ardeur de passion que j'ai cherché, et dont le charme vaudrait pour moi toute une vie. » C'est tout de même extraordinaire, quand on pense les passions qu'il avait suscitées. Enfin, cette pauvre petite Pauline de Beaumont, elle l'adorait. Et Madame Cordelia de Castellane, elle l'adorait aussi. Et il y a un texte de Chateaubriand à Madame Cordelia de Castellane, qui est de 1824, où il lui dit, reniant en somme tout, enfin reniant sa croyance, il lui dit « Quelle immortalité vaut une nuit heureuse ?» Eh bien, pourtant, je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il vient de nous écrire, qu'il vient d'écrire là. Où il n'a jamais trouvé dans ses passions ce qu'il y cherchait. Quoi donc? C'est au début de ce siècle, c'est vers 1905, je crois, qu'on a retrouvé et publié, en inventant le titre, quelque chose qu'on a appelé la Confession délirante de Chateaubriand. Il devait avoir 63, 64 ans lorsqu'il a écrit ça. Et on ne sait pas à qui il s'adresse. On ne sait pas si c'est à une femme précise, qui serait peut-être Hortense Allard, ou qui serait plutôt une femme, enfin la femme. Et il lui dit, « Vois-tu, si je me laissais aller à une folie, je ne suis pas sûr de t'aimer demain. Je ne crois pas à moi, je m'ignore. Dans un moment, j'aimerais plus que toi le bruit du vent dans les rochers, un nuage qui passe, une feuille qui tombe. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la violence même de sa passion, c'est quelqu'un qui pense à autre chose. En 1826, il va reprendre son René, le personnage qui était dans les Natchez, et il va lui faire dire ceci. « Il me semble que quelque chose de nécessaire à mes jours a disparu. Je demande comme si on me l'avait ravi, ce que je ne dois jamais trouver. » Et puis dans une lettre de la vieillesse, 1843, enfin il est septuagénaire, il va écrire ceci, il est à Londres, il va écrire ceci à Madame Juliette Récamier. Et il va lui dire, il y a toujours en moi cet appétit, cette demande, ce quelque chose d'inconnu que je n'ai jamais su trouver. Voyez-vous, il me semble, et ça nous achemine à ce qu'il y a de plus intéressant chez lui, il me semble qu'il y avait toujours une part de Chateaubriand qui, dans ses passions mêmes, était insatisfaite. C'est pas la femme qui lui manquait, c'est lui-même qui était partiellement absent, parce qu'il pensait à autre chose. Autre chose quoi? Ben, dans Les Martyrs, il y a un personnage qui s'appelle Eudore, vous savez bien. Et Eudore, c'est évidemment Chateaubriand. Et il a fait dire ceci à Eudore, les mensonges de la jeunesse m'ôtaient le goût de la vérité. Qu'est-ce que c'est le goût de la vérité? Ben, nous y voilà, au plus creux de ce cœur que j'ai peut-être eu tort d'appeler autrefois un cœur futile et lourd. Je suis pas tellement sûr qu'il était futile. Le cœur du gars, pas sérieux, il était sérieux sur certains points. Quoi donc? Quand Chateaubriand nous raconte, c'est vrai, je me suis converti brusquement, moi qui avais été élevé dans le christianisme, moi qui avais fait une fervente première communion, j'avais tout abandonné, et puis il se trouve qu'en Angleterre, quand j'étais immigré, brusquement j'ai appris la mort de ma mère. Cette mort de ma mère a été un choc profond pour moi. Ça m'a retourné. Tout ce qu'elle m'avait enseigné est revenu en moi comme une vérité. J'y ai adhéré de nouveau. Vous savez, il a dit, j'ai pleuré et j'ai cru, c'est peut-être un peu simpliste, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a eu comme un raz de marée en lui. Enfin, toutes ses pensées d'enfance sont revenues. Mais, il va écrire bien des années plus tard, à la fin de sa vie, « Ai-je tenu ce que le billet de ma sœur m'avait fait promettre quand je le reçus dans mon émigration ?» Quoi, billet de ma sœur? Le billet de sa sœur Julie de Farcy qui a lui annoncé la mort de leur mère. Et il dit bien promesse. Il dit qu'à la suite de cette nouvelle, quand j'ai reçu le billet de ma sœur qui dit « Maman est morte », j'ai fait une certaine promesse. L'ai-je tenue? Ben, il sait très bien qu'il ne l'a pas tenue. Puisque Molé, dont je vous ai parlé, Molé qui détestait Chateaubriand, disait, c'est tout de même inouï, en 1802, ce Chateaubriand qui passe pour un père de l'Église, que les gens prennent pour un mystique, parce qu'il a écrit le génie du christianisme, mais il va même pas à la messe, ça l'intéresse pas. C'est vrai, il n'allait pas à la messe. Je crois qu'il ne croyait plus à ce moment-là. Mais il y a aussi, dans une correspondance avec Madame de Custine, un petit fait qui me frappe beaucoup. Madame de Custine, sachant qu'il ne pratiquait pas, et peut-être qu'il ne croyait pas, s'était permis, le jour de la première communion de son petit garçon, qui s'appelait Astolphe, s'était permis des blagues là-dessus. Elle l'avait ridiculisé en douce, comme ça, derrière la main, la foi de cet enfant. Et Chateaubriand, qui était l'amant de cette femme, lui avait dit, non, ça je vous en prie, non, pas ça. Il faut jamais se moquer de la foi d'un enfant. Il y avait des choses qui lui paraissaient tellement graves qu'on ne doit jamais en sourire. Quand il est parti pour son périple autour de la Méditerranée, quand il a voulu aller en Terre Sainte,
Ben, j'ai bien l'impression que Chateaubriand essayait de retrouver là-bas une ferveur perdue et qu'il lui manquait. Ce quelque chose que je demande en vain, comme si on me l'avait ravi, j'ai bien l'impression que c'est ça, c'est cette ferveur, c'est cette foi, enfin cette espèce de paix ardente et brûlante de la certitude qu'il avait connue jadis, qu'il n'arrivait plus à connaître. On a retrouvé également dans ses papiers un texte qui s'appelle Incidence, un drôle de texte, un texte philosophique. On croit que c'est 1807 à peu près. Qu'est-ce que c'est Incidence? C'est une apologie de la religion chrétienne. Pascal avait fait une apologie de la religion chrétienne destinée à autrui. Et bien, quand Chateaubriand écrit son grand texte, qui n'est pas très bon du reste, de Incidence, c'est une apologie de la religion chrétienne qu'il se destine à lui-même. Il voudrait se reconvaincre, et il n'y arrive pas. C'est une chose extraordinaire, hein, de penser à un témoignage que je vais vous dire d'un beau-frère Chateaubriand qui s'appelait M. de Parscot. C'est deux témoignages, l'un de 1815, l'autre de 1820. M. de Parscot dit, si étonnant que cela soit, je vais vous dire ce que j'ai vu quand j'étais à Gand. Gand, 1815. On devrait peut-être qu'il y a les 100 jours, il y a Napoléon qui est revenu, il y a Louis XVIII qui est parti se réfugier en Belgique, et Chateaubriand a accompagné le roi. M. de Parscot dit, j'étais à Gand moi aussi. Et je voyais presque tous les matins, à la messe de 8 heures, Chateaubriand qui allait tout seul à la messe. Un acte de courtisan? Oh, pas du tout. Louis XVIII était absolument voltairien, se moquait pas mal que si le courtisan allasse ou n'allasse pas à la messe. Chateaubriand y allait. 1821, le même Parscot dit, quand j'allais quelquefois à l'église Saint-Thomas d'Aquin, j'y voyais sur semaine, pas le dimanche, hein, j'y voyais sur semaine, à la première messe du matin, la messe des servantes, Chateaubriand, qui était là, dans cette messe, comme s'il se forçait à y être. Il vieillit. Son confesseur, il avait un confesseur, il devait avoir les oreilles rebattues des mêmes fautes qui revenaient éternellement. Le confesseur avait dit à Chateaubriand, écoutez, vous êtes un écrivain, il y a quelqu'un qui va peut-être vous aider. C'est Rancé, le réformateur de la trappe. Parce que ce Rancé, c'est quelqu'un qui était comme vous savez, qui était très attiré par les femmes. Puis à un certain moment, il avait fait un retournement en lui-même. Écrivez donc le livre, ça va vous aider. Chateaubriand le fait très vertueusement, il écrit son Rancé. Il va même dire ceci à propos des dernières années de Rancé. Plus Rancé s'était avancé vers le terme, plus il était devenu serein. Son âme répandait sa clarté sur son visage, l'aube s'échappait de la nuit. Ça, c'est une espérance, mais il n'est pas du tout comme ça. Il a beau vieillir, il a beau être quelqu'un qui est aux approches de la mort, il ne peut pas arriver à aimer, comme on dit, aimer vraiment, un être qu'on ne touche pas, un être que les yeux ne voient pas. Les femmes restent pour lui cette présence indispensable. Je voudrais finir en vous racontant quelque chose qui est assez beau, je trouve assez pathétique. C'est dans les mémoires de cette Hortense Allard, qui était sa maîtresse dans les dernières années de sa vie. Nous sommes en 47, Chateaubriand va mourir en 48. Il la voit encore de temps en temps, il est maintenant un pauvre type, vous savez, très, très racorni, il a les mains déformées, il ne peut plus marcher. Et il a demandé à Hortense Allard de venir le voir une dernière fois. Alors elle a amené sa voiture devant la maison de la rue du Bac où Chateaubriand habitait. Il s'est fait porter, parce qu'il ne marchait plus, il s'est fait porter dans la voiture de Madame Hortense Allard. Il a mis une grande cape, il ne la touche pas, il est assis à côté d'elle sur la banquette, il a caché sous sa cape ses mains déformées et se contente de se tourner vers elle comme ça, en la regardant, vous savez, en la dévorant du regard. Et si c'est vrai ce que Madame Hortense Allard nous a dit, il aurait prononcé cette phrase, peut-être un petit peu théâtrale, « Laissez-moi une seconde, ne fût-ce qu'en rêve, appuyer ma vie contre la vôtre. » Quelqu'un qui ne peut pas arriver à se passer de la présence féminine. Et il est à peu de temps de la mort. Eh bien, on nous dit, et pourquoi mettrais-je en doute cette affirmation, on nous dit que le très vieux Chateaubriand, sa femme était morte, il ne parlait plus à personne, il était assis très souvent devant sa fenêtre, la rue du Bac, où il ne voyait que des toits et des nuages. Il avait ses pauvres mains jointes, ou quelquefois il égrenait un grain de chapelet, et on nous dit que resté lucide jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle, il a fait comprendre qu'il voulait toucher, qu'il voulait tenir dans sa main un petit crucifix qu'il avait là. Et il paraît que ce malheureux homme au seuil de la mort a embrassé ce crucifix. Il a mis ses lèvres sur les pieds troués. Faut-il croire, enfin, j'espère, je voudrais croire, qu'à la dernière seconde, Chateaubriand est arrivé tout de même à poser sur les pieds du crucifié des lèvres qui n'avaient plus souvenir d'aucun autre baiser.